Donc, dans la première vidéo, on avait vu dans la présentation l'évolution de l'éducation, la formation des enseignants, et on est rendu à l'apprentissage de l'élève au niveau de la motivation, donc le susciter, développer, et aussi des difficultés scolaires. Donc, en quoi l'enseignement à distance pourrait aider ça. Par la suite, on avait l'autonomie. Donc, Rousseau, pour lui, l'enfant doit expérimenter, il doit construire par lui-même ses apprentissages. Et puis, Goyer racontait en 2002 que c'est en tant que sujet, c'est-à-dire auteur et acteur de sa propre vie en lien avec les autres sujets composant ces diverses communautés d'appartenance, que l'individu peut recréer un sens qui devient le vecteur unificateur de son existence. Donc, euh, c'est pas parce qu'on dit que dans ton travail futur, tu vas travailler avec la technologie, qu'on t'offre des cours à l'informatique, qu'on te demande de faire des PowerPoint à l'informatique et ensuite de les présenter à la classe ou encore de t'aider avec pour présenter tes projets, que tu vas être en mesure d'être apte à travailler avec cette informatique, avec l'informatique. Tu vas peut-être pas nécessairement avoir les outils pour ou encore les connaissances de comment interagir. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'enseignant peut montrer. Euh, le verbomoteur en classe va-t-il être capable de prendre son temps et d'écouter les autres assis sur une chaise à l'ordinateur devant lui? C'est, entre autres, un des rôles de l'école de transmettre à l'élève un ensemble de valeurs qui doivent l'amener à intégrer un monde, puis à me faire qu'il soit capable de l'habiter, euh, habiter ce monde-là. Donc, au niveau de l'autonomie, encore une fois, ici, l'enseignement à distance, ben, accroîtrait cette expérience. Et je vais terminer cette section-là de l'apprentissage de l'élève avec les projets APP, donc les projets de l'apprentissage par projet. On sait que dans au niveau du socio-constructiviste, on va demander aux enseignants de les prioriser, surtout dans le nouveau modèle euh, du, de l'enseignement. Une des difficultés pour les enseignants, c'est d'avoir, encore une fois, les ressources pour faire ça. Puis aussi, tu sais, dans la classe, on a peur en tant qu'enseignant que de perdre la gestion de la classe ou encore de devoir meubler du temps dans ces projets-là. Ben, ici, l'informatique devient un excellent outil pour y arriver. Donc, on va prendre le 15-20 minutes au début pour expliquer, montrer des stratégies aux élèves, mais ensuite les aider à former des petits groupes. Et même qu'avec des outils technologiques comme Zoom, on est capable de créer des classes. Et l'enseignant pourrait se promener dans ces classes-là, diriger les élèves, voir. Donc, on éviterait toute la dimension où ce que l'enseignant se promène dans la classe pour surveiller les jeunes, mais beaucoup là, plus rapide, il peut se promener d'une classe à l'autre. Euh, Ce qui fait en sorte que les jeunes vont être plus concentrés à travailler parce qu'ils ont toujours euh, pas nécessairement cette crainte-là que l'enseignant débarque, mais plutôt au contraire, l'envie de lorsque l'enseignant arrive de pouvoir répondre à ces questions. C'est pas ah vite faut le faire parce qu'il arrive. Donc je pense que ce serait un excellent apprentissage à faire. Et enfin, peut-être que les enseignants auraient aussi des modèles d'application, donc des choses qui ont déjà été faites par d'autres enseignants, qui peuvent, eux, transposer puis l'appliquer. C'est vraiment un bénéfice parce que c'est lorsqu'on peut diminuer le temps euh, de planification d'un enseignant, ben, on vient hausser sa motivation et son intérêt face à transmettre ce savoir. Et je vais terminer la présentation en parlant d'environnement. Donc, à quel point l'environnement est sujet à des conséquences de l'enseignement à distance. Mais pour le social, on a parlé que une personne qui habite dans des milieux ruraux, même que Radio-Canada rapportait que l'accès à Internet euh, fait en sorte que ça crée des inégalités. Bon. Il y a également un Rousseau qui disait que il avait divisé un peu notre apprentissage en tant qu'humanité en différents âges, en 4 étapes, puis il parlait de l'âge d'or de l'humanité, qu'on était empreint de transparence, mais que par la suite, il s'est passé les inégalités physiques entre les individus, qui est un phénomène naturel, puis qu'on s'est créé nous-mêmes des compétitions, puis on en a parlé aussi beaucoup là, depuis quelques années, des intimidations, tout ça. Fait que ça amène une détérioration de la relation, la perversion des qualités humaines, ce que Rousseau disait. Mais lorsqu'on parle d'inégalité au niveau de l'informatique aussi, ben, ça peut mener à ça. Donc, c'est vraiment une des difficultés que l'enseignant devra tenir compte. De faire en sorte de placer tous les élèves sur le même pied d'égalité alors qu'il y a une injustice, contrairement à la classe, où que cette injustice-là va être moins visible d'une part.
ne serait-ce que la caméra, ce qu'on voit derrière moi, ça reflète quand même un peu le chez moi. Donc, en classe, il ne serait-ce que l'habillement, ben, il y a plusieurs écoles qui ont adopté justement un mode d'habillement avec une tenue vestimentaire obligatoire pour éliminer ces inégalités-là. Fait que là, on va déjà se retrouver avec quelques conflits potentiels. Ça va être vraiment à l'enseignant de savoir comment gérer cet environnement. Et d'ailleurs, Dewey considérait lui que c'était vraiment un grand avantage que quand la nature et la société peuvent vivre dans la classe, quand les formes et les outils d'apprentissage sont faits à suite d'expériences, ben on s'identifie à la culture, à notre culture environnante. Donc l'élève qui va pouvoir être chez lui, probablement qu'il ne sera pas obligé de porter son chandail obligatoire de l'école, mais va transmettre un peu de sa culture, de ses valeurs. Puis si on est capable de, si l'enseignant et les élèves sont capables de vraiment jouer avec ça et pouvoir en profiter, ben Dewey raconte que ça va donner accès à, ça va être le mot de passe qui va donner accès à une réelle démocratie. Donc, c'est pas juste un groupe qui va tout diriger, mais plus toute la classe qui va participer. Et je voulais ajouter aussi un point, des fois on entend les enseignants dire, bon, ça revient un peu à notre situation réfractaire des fois au changement, mais Dubé montre plutôt que l'école ne serait pas tant en tant que crise continuelle. T'sais, on voit des nouveaux programmes, on voit des nouveaux. On a toujours l'impression que l'école est en crise. Là, présentement, on a une pénurie d'enseignants aussi. Mais Dubé nous indique que le fait qu'elle change n'indique pas nécessairement qu'elle soit en crise. Donc, il faut vraiment valoriser ces changements-là. C'est une évolution et non un changement de bord du navire. Et pour conclure, je voulais y aller avec les éléments naturels. On va souvent parler, moi qui prône l'environnement et puis qui est un sujet d'actualité ici maintenant, parler souvent que il va y avoir des impacts. Évidemment, lorsqu'on parle d'enseignement à distance, une des conséquences qu'on va avoir, c'est une diminution au niveau du transport. Donc, directement, il va y avoir moins d'autobus la journée où que les jeunes vont passer du temps à l'école, évidemment. Le problème, c'est que ce temps-là aussi qui est sauvé par les jeunes, on a moins de problèmes que des employés, parce que des employés de travail, ce temps-là qui est sauvé peut être réinvesti par la suite à des activités. Et si on prend notre voiture pour aller à ces activités-là, ben, on vient d'égaler un peu le temps d'utilisation de la voiture. Donc ça, c'est dans les recherches, ça c'était prouvé que le transport, oui, est diminué, mais avec un léger bémol. Chauffage aussi. Nos écoles, présentement, sont chauffées. Il y a plusieurs jeunes qui réchauffent également les classes en même temps. Si tout le monde reste à l'école, si tout le monde reste à la maison, maintenant, surtout en hiver, chacun de ces individus-là doit chauffer sa pièce qui, on espère que dans le jour, cette pièce n'est pas chauffée. Donc, même à Londres, il disait que ça serait très difficile pour eux de répondre à cette quantité d'électricité qui serait demandée dans des périodes de gel. Et l'énergie, ben, sachez que chaque fois qu'on va utiliser notre ordinateur, qu'on va créer des documents, ben, ça va nous coûter de l'énergie au niveau des gaz à effet de serre. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte, de faire attention de ne pas surutiliser. Puis, une des bonnes stratégies, c'est de montrer aux jeunes, justement, d'utiliser des sites de partage de documents. Donc, ne serait-ce que Teams, qu'on peut mettre nos documents plutôt que d'envoyer plein de PDF, tout ça par courriel, ça va diminuer cette empreinte écologique-là. Et je vais conclure avec bon, un petit retour sur les images, mais surtout la part du cours à ce raisonnement-là. Si j'avais fait cette vidéo-là en début d'année, je pense que je vous aurais dit que l'enseignement à distance était excellent, qui diminuait l'écologie, qui demandait, faisait en sorte que les enseignants donnaient plus d'outils aux jeunes. Aujourd'hui, j'ai été capable de parler de comment que l'évolution a été faite de l'école. Donc, en quoi c'est un continuum et non juste une nouveauté qui vient d'arriver qu'on doit sauter dessus. J'ai été capable de rallier ces informations-là nouvelles, cette idée nouvelle d'enseignement à distance à un décrochage. Et pourquoi on pourrait l'améliorer? Qu'est-ce aussi qu'il faudra attention? Quels élèves qu'on toucherait pas nécessairement avec ça, mais qu'indirectement on pourrait aller chercher. J'ai été capable de prendre en compte de la situation des enseignants, de pourquoi on aurait de la difficulté à accepter ce changement et sur quelle corde il faudrait jouer. J'ai été capable aussi de mettre en relation la formation des enseignants, donc donner des outils pour qu'on comprenne c'est quoi la valeur de cet enseignement-là à distance. De plus, j'ai mis en lien
les apprentissages des élèves avec des philosophies, avec des les modes de avec les modèles d'apprentissage, donc le socio-constructiviste, le cognitiviste, que ça donnerait des outils. Et finalement, j'ai traité l'environnement. Je traitais l'environnement pas juste d'une façon idéalistique que on va sauver la planète avec l'enseignement à distance, mais beaucoup plus réalistique, basé sur des données, sur des recherches qui ont été trouvées. Donc, est-ce que je suis pour ou contre l'enseignement à distance? C'est certain que je suis pour. C'est quelque chose que je vois euh, comme un outil afin de diminuer le temps en classe, un temps qui peut être réinvesti à d'autres sources, d'autres ressources. Puis, c'est une façon aussi de mettre les jeunes sur un pied d'égalité, puis de leur transmettre des nouvelles valeurs, des valeurs qui seront utiles dans leur milieu de vie, au niveau du travail, mais également au niveau des voyages, des activités qu'ils vont faire, afin de faire en sorte qu'ils deviennent des humains plus complets. Donc, merci pour ça, et je vous souhaite une bonne fin d'été. Et je complète avec les références bibliographiques que vous pouvez voir ici, là, là ou encore dans mon document qui vous sera transmis. Merci.